Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Diombel, consultant en finance, Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, Jean-Claude Félix Chikaya, sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans Grand Angle. L'irrigation plus que jamais cruciale pour l'avenir du continent et en particulier dans la région du Sahel, partagée entre désert et aridité, menaçant directement l'agriculture. Dans cette région, l'agriculture est dépendante à 97% de la pluviométrie. L'irrigation apparaît comme l'une des solutions face à l'adaptation de cette agriculture au dérèglement climatique. C'est tout l'enjeu justement du projet d'appui à l'initiative, de l'irrigation au Sahel, financé par la Banque mondiale, lancé justement ce jeudi à partir du Burkina Faso et dont l'objectif est d'atteindre 1 million d'hectares de terres irriguées à l'horizon 2020. Voyez ce reportage au Burkina Faso signé Jean-Paul Ouedraogo. Financé par la Banque mondiale, le projet de dimension régionale représente 170 milliards de dollars US d'investissement sous forme de crédits et de dons, avec pour impact des solutions d'irrigation diverses adaptées au contexte sahélien. Ce projet pour les pays du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, a toutes les chances de combler les espoirs, dans la mesure où il entend faire de l'agriculture irriguée une solution des plus crédibles au développement de la zone Sahel. Nonobstant les ressources hydriques de surface et souterraines considérables, près de 39% des Sahéliens sont encore privés d'accès à l'eau potable et moins de 500 000 hectares sont irrigués en maîtrise totale de l'eau sur un potentiel irrigable de 2,4 millions d'hectares minimum en Afrique de l'Ouest. Le projet, qui entend être déployé à l'échelle du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad, va entre autres nécessiter l'aménagement et la mise en exploitation de 600 000 hectares de terre, dont 100 000 par pays, et 58 000 exploitants bénéficiaires, dont 35% de femmes. Se fondant sur la conviction que le développement de l'agriculture irriguée n'est plus un choix pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays, le projet Paris veut donner une nouvelle impulsion à l'agriculture dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest et le placer au cœur des politiques de développement social et économique. Au total, 5 schémas d'irrigation ont été définis. Il s'agit de valoriser des approches axées sur l'aménagement de bas-fonds et des crues, de petites irrigations privées, d'irrigation communautaire et de grandes irrigations publiques. La fin du projet est prévue pour 2022. Alors, c'est la Banque mondiale donc, qui finance ce projet à hauteur de 170 millions de dollars et non milliards, comme ça a été dit dans le sujet. Alors, il prévoit de porter les terres irriguées de 400 000 hectares à 1 million d'hectares d'ici à 2020. Donc, en cela, ce projet est extrêmement capital pour toute cette région du Sahel. Diombel. Oui, effectivement, ça va permettre d'augmenter la production agricole. On sait que, comme la plupart des pays d'Afrique, c'est encore plus vrai dans le Sahel, et ces pays-là sont dépendants beaucoup de l'agriculture. Et étant donné le climat, cette agriculture est très sensible, comme ça a été dit, très sensible à l'irrigation. Donc ça va permettre effectivement d'augmenter la production agricole. Et qui dit augmenter la production agricole dit permettre l'autosuffisance alimentaire et développer l'emploi et au final accroître les revenus de ces pays-là. Jean-Claude, donc un projet qui revêt un enjeu capital pour cette région du Sahel. Stratégique, mais aussi de la transition énergétique, écologique, et surtout dans un lieu, le Sahel, où il y a quand même, sur le plan de la sûreté et de la sécurité, le pendant social et économique, ça a été dit,
pour les individus, pour les groupes qui ne sont pas toujours en paix les uns avec les autres. Et il est important qu'il y ait un projet inclusif auquel nous participons d'ailleurs avec notre institut et l'AFD en partenariat. On se réunit la semaine prochaine pour faire aux côtés d'autres organisations des propositions inclusives. Il y a moult personnes de la diaspora ou internes aux organisations internationales, je parle de l'Afrique, mais aussi en dehors du continent, qui, au-delà de ce qu'ils apportent sur le plan intellectuel, mais ils ne viennent pas dire aux Africains ce qu'ils doivent faire, mais emmener peut-être des choses de manière complémentaire et surtout des finances qui vont permettre pour ce vaste territoire de remonter sur le plan économique et social. Et je pense que ça fera reculer les raisons qui parfois emmènent certains à se combattre. Almami Kaloko. Je pense que c'est une bonne initiative, surtout dans cette zone sahélienne. Mais moi, la question de l'agriculture, au-delà même du Burkina, pose aussi la question de l'éducation, ça pose la question des accords, parce que souvent nous avons des mesures ponctuelles comme ça qu'on décline dans certains pays qui ne sont pas suivies. Je pense que il faut, en Afrique aujourd'hui, passer de l'agriculture de subsistance pour aller vers une agriculture industrielle extensive. Mais justement, est-ce que là, ce n'est pas un premier pas vers cela? C'est une bonne chose. Je salue l'initiative. Je dis que la question pose d'abord la question de l'éducation, parce qu'il faut former des hommes. Il faut qu'il y ait une ressource humaine bien qualifiée de l'agriculture, du début, de l'amont en aval, c'est-à-dire former des gens qui cultivent et qui sont capables de transformer ces produits-là agricoles en produits finis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette... Ça commence à se faire dans certains pays, mais ça n'est pas le cas. Et je prends par exemple le cas de la Guinée. La Guinée fut, il y a... Désolé, je suis guinéen, j'aime beaucoup la Guinée. Et la Guinée, au temps colonial, était un pays exportateur de bananes. Le premier pays exportateur, je pense, en Afrique de bananes. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas, parce qu'il n'y a pas une véritable politique agricole. Ça se limite à des politiques ponctuelles, des campagnes de distribution d'engrais, de tracteurs. Je pense qu'il faut d'abord qu'on ait des agronomes. Une fois qu'on a des agronomes, il faut recenser les hectares, le nombre de terres arables que nous avons. Aujourd'hui, les Africains n'ont pas cette politique de financement de l'agriculture. Quand on prend l'Europe, il y a la PAC, la politique agricole commune, qui permet à l'Union européenne de financer ces agriculteurs. Et vous l'avez évoqué tantôt, mais nous, dès qu'on commence à donner de l'argent aux agriculteurs recensés, vous avez ces institutions qui viennent nous dicter des règles alors qu'ils sont à 1000 lieues de la réalité sur le continent. Donc je pense que la question agricole doit être une question globale. Ça pose la question de l'éducation, ça pose la question des accords. Et ça pose aussi la question de l'écologie, de l'environnement, parce que notamment et précisément dans cette zone sahélienne où les terres sont arides. Tchombel, alors Almami Kaloko pose finalement la question de l'absence ou quasi-absence de politique agricole. Et cela, effectivement, c'est une réalité quand on voit le nombre de pays ayant ratifié les accords de Maputo notamment. Bien sûr, mais gageons que dans les 170 millions, il y a matière à intégrer un volet éducatif là-dedans. Moi, je pense que, de façon plus générale, il faut effectivement saluer le fait que ça soit fait de façon régionale, pas juste un pays, parce que le problème est trop grave pour être traité à l'échelle d'un seul pays. Ça doit être traité à l'échelle du continent, voire à l'échelle mondiale, parce qu'il faut bien rappeler que le problème du Sahel n'est pas un problème qui concerne uniquement l'Afrique, c'est un problème qui concerne le monde entier, parce que le réchauffement climatique dont on parle beaucoup dans les pays occidentaux, et là, il a vraiment une résonance extrêmement concrète, en fait. Et donc, le fait de pouvoir colmater ce problème au niveau du Sahel, ça aura un impact bénéfique sur en réalité toute l'Afrique et le monde entier. Donc c'est un intérêt pour tout le monde que cela fonctionne en fait. Jean-Claude Félix. Oui, j'abonde dans votre sens, notamment sur le plan du Sahel. Les pays européens, là on voit bien qu'il y a un modèle qui change de la tradition
jusqu'aux, entre guillemets, ceux qui participent au financement, qui sont moins donneurs de leçons, parce qu'ils voient bien que les frontières géopolitiques, notamment sur le plan du terrorisme, peut allègrement, il se joue allègrement des frontières. Mais que ce qui se joue au sein du Sahel et des partenaires, on parle de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait parler un petit peu d'autres, que c'est géopolitiquement des décisions qui sont géostratégiques, c'est-à-dire une stratégie pour abaisser les risques, et ce qui va induire, donc même sur le plan géoculturel, on est obligé d'aller voir presque faire du porte-à-porte avec certains paysans pour qu'ils changent de modèle de production et de développement. Ce n'est pas leur dicter ce qu'ils doivent faire, c'est que essayer de démontrer ou qu'ils nous démontrent ou qu'une démonstration collective, ce qui peut faire avancer aussi bien l'individu que la région, avec notamment des techniques qui, j'espère, sont conjuguées avec donc l'avancée de l'électrification, l'avancée, comme vous l'avez dit, de la formation, et pas des formations antérieures, mais des formations d'aujourd'hui, mais aussi des innovations et des progrès qui vont émaner d'une vision interne aux pays africains qui étaient ensemble. Et les autres viennent, alors c'est vrai, parfois avec en tête la première idée, c'est moins de migration et moins de potentiels attentats qui dépassent les frontières, mais chacun vient avec ses intérêts, c'est ça les relations internationales, et non seulement par une amitié. Et je pense que cette coagulation d'intérêts devrait aller là, au sortir de ce qui a été dit à Maputo, donc pour renforcer et accélérer les décisions, et partir dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a des critères obligatoires de la formation, mais il y a une chose, c'est qu'en Afrique, il y a un recul de l'espoir des jeunes et des moins jeunes au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire que la plus grande partie de l'Afrique vit sur des terres donc où l'agriculture pourrait donner des fruits, sans jeu de mots, extraordinaires, mais beaucoup de populations vont vers les villes. Ce qui manque aussi, et ce qui a été dit dans les critères en lisant le dossier, c'est avoir une meilleure, pays par pays, un meilleur aménagement du territoire. Si on prend par exemple au hasard le Gabon, 80% des Gabonais vivent sur des terrains agricoles et les autres se coagulent à Port-Gentil, Libreville et autres, alors qu'il y a des richesses extraordinaires, mais il n'y a pas toujours les bras et les têtes qui ont envie de travailler dans le monde agricole. Donc il va falloir faire œuvre de promotion, d'incitation, et c'est tout le plan. Almami Kaloko. Justement, vous avez parlé de l'effet de l'exode rural. Les statistiques démontrent que dans beaucoup de pays, il y a cet exode qui est beaucoup exponentiel. Et quand on prend certains pays, vous avez dit tantôt que les jeunes n'ont plus espoir à l'agriculture. Parce que, beaucoup, je suis d'accord avec vous, simplement parce qu'il n'y a pas une véritable politique. Il y a une agriculture de subsistance. On voit ici, les agriculteurs, ils s'en sortent. C'est des gens qui sont riches parce qu'ils arrivent. Attention, en France, il y a un agriculteur par jour qui se suicide. Oui. C'est un peu mondial. C'est vrai qu'on peut relativiser par rapport. Oui, il y a une mutation mondiale, mais en Afrique, les gens n'arrivent pas à vivre de l'agriculture. Les statistiques qui demandent, vous allez voir des gens qui sont dans la capitale, ils se réclament agriculteurs, mais en réalité, ils ne pratiquent pas l'agriculture. Et donc, il faut une véritable politique globale agricole dans tous les pays. Moi, je salue cette initiative, notamment pour cette zone aride, mais il faut que l'initiative soit portée par les Africains. Les projets par les gouvernements africains, il faut que les projets soient financés par nous autres. Il faut dépasser ce stade où il faut tout le temps injecter de l'argent pour survivre. Aujourd'hui, la plupart des pays ont plus de 50 ans, 60 ans de souveraineté. Nous devons être à même aujourd'hui d'avoir une politique. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une politique globale dans nos pays? Alors, on avance souvent la question du financement, mais est-ce que c'est pas plus que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vision aussi par rapport à l'agriculture, Tchambel? Il y a un problème de vision. Et pour rebondir sur le point du financement, en fait, il faut appeler un chat un chat. C'est souvent de la dette qui est contractée par ces pays-là et qu'il faut payer avec des taux d'intérêt qui sont souvent relativement élevés. Et donc, il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là parce qu'au final, c'est ça qui va gréver les capacités de développement de ces pays. Mais enfin, voilà, on ne peut que saluer l'initiative, surtout le fait que ça soit fait en cohérence
parce que le problème, encore une fois, il n'est pas que sahélien, il est au niveau continental, en Afrique, voire mondial, parce que l'immigration, parce que le terrorisme dont on a parlé, et parce que le réchauffement climatique, tout ça, ce sont des problématiques mondiales. Jean-Claude Félix Tchikaya. Là, on parle de pays qui veulent émerger, entre guillemets, même si on parle d'irrigation, je fais un jeu de mots à dessein. S'ils sont émergents, donc ça veut dire qu'ils ont la tête dans l'eau malgré le problème d'irrigation. J'aime pas trop ce problème d'émergence par rapport à des puissances qui, sur le plan géoéconomique, se poseront là, même s'ils veulent, ils seront protagonistes avec des moyens forts. Même si c'est régional, quid de ce que pense l'Union africaine, qui va devoir dire son mot, mais pas seulement son mot, mais apporter voix et moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vont émerger, ils vont devoir émerger avec leur population. Parce qu'on voit sur le plan financier que parfois un pays émerge avec une croissance à des chiffres qui feraient rêver des pays européens et autres, et il n'y a pas une traduction dans les villes, dans le bassin d'agriculture. Donc il va falloir que l'émergence soit globale et que chacun des pays du Sahel, qui sont plus que impatients, alimentés aussi par la frustration, il y a la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, donc il va falloir sécuriser, donc sortir des insécurités, parce que malheureusement il n'y en a pas qu'une, et c'est pour cela que ce nouveau modèle me paraît intéressant. Le président de cette structure a dit « Suivez-nous pas à pas, on fera donc des constats étape par étape qui comptent sur nous, on sera attentifs. » Almami Kalokou. Vous avez parlé de vision, il est vrai, le miracle ivoirien, il est passé par l'agriculture. Quand on a posé cette question-là au président Houphouët-Boigny, il a dit le miracle ivoirien, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas autre chose, c'est passé par l'agriculture. Je voulais relever aussi le fait que tous les pays de cette structure-là ne sont pas logés à la même enseigne, notamment vis-à-vis du dérèglement climatique. La Guinée, la Côte d'Ivoire sont des pays où il pleut abondamment, où on n'a même pas besoin de pluie parfois pour faire de l'agriculture. Les terres sont arables, notamment pour le cas de la Guinée, on a 6 millions de terres arables. Mais simplement, il n'y a pas de vision. Nous avons des leaders qui manquent de vision. Ils n'ont pas de volonté réelle de sortir notre pays de cet affaissement. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.